On oublie souvent que le sport, et tout particulièrement en compétition, demande une grande maîtrise de la gestion des émotions. L'anxiété, le stress, le manque de confiance en soi, une faible motivation, une concentration vacillante ou même la perte de ses moyens face à l'enjeu d'une médaille sont autant d'éléments susceptibles de déstabiliser un athlète pourtant parfaitement préparé sur les plans physiques, techniques et stratégiques. Pour devenir un champion, il faut disposer d'un moral et d'une détermination d'acier. Anaëlle Malherbe est préparatrice mentale à l'INSEP et épaule les athlètes dans l'acquisition, le développement et l'optimisation d'outils mentaux destinés à améliorer leur performance. Elle vous explique les rouages de la préparation mentale. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons le mental de nos champions. Épisode 5, la préparation mentale à destination du handisport. Je retrouve Anaëlle Malherbe pour ce 5e épisode du mental de nos champions. Anaëlle visiblement toujours en pleine forme, fidèle à son habitude. Salut Anaëlle. Salut Sylvain. Alors tu vas nous parler aujourd'hui de la préparation mentale à destination du handisport. C'est très intéressant parce que j'imagine, tu me diras si je me trompe, que c'est un domaine très vaste, sachant qu'il existe une grande variété de handicaps déjà. Donc il faut peut-être pouvoir adapter ton discours à chacun d'eux. Et que l'aide que tu peux apporter à des sportifs en situation de handicap est certainement très spécifique. En effet, tu vas avoir une manière d'accompagner pour moi qui est différente. Là, la casquette psy, elle est vraiment importante. Pour moi, on est d'abord sur une démarche d'accompagnement psychologique plus qu'une démarche tout de suite d'optimisation de la perf avec des outils en préparation mentale. Et tout dépend aussi du type de handicap et de la manière dont c'est arrivé. Tu vas avoir des handicaps moteurs lourds, tu vas avoir des handicaps plus légers, tu vas en avoir qui se voient, et puis tu en as d'autres qui sont plus insidieux et qui ne se voient pas. Tu peux aussi avoir un impact au niveau cognitif, au niveau même intellectuel, avec des fois plus de difficultés à comprendre, à réfléchir, à comprendre même des fois les subtilités du langage, métaphores, etc. Donc d'une personne à l'autre, le besoin est très différent. Et l'histoire joue beaucoup. Tu vois, je pense à certains athlètes qui ont eu des accidents traumatiques et donc du coup du jour au lendemain qui se retrouvent par exemple en fauteuil roulant ou qui ont eu un AVC et donc du coup qui sont impactés de manière brutale. Et il va y avoir des athlètes, je pense à des athlètes qui sont malvoyants ou non-voyants d'ailleurs, qui ont eu une maladie qui est venue dans le temps et au final ça a été aussi assez progressif, donc le vécu va encore être différent. Donc vraiment, pour moi, c'est d'abord l'accompagnement psy, accompagné dans son histoire, dans sa personnalité, dans son environnement, dans pourquoi il fait une démarche aussi dans le sport de haut niveau, et dans un deuxième temps d'optimisation de la performance. Alors, question assez basique, est-ce que dans le cadre de l'INSEP, tu envoies beaucoup en fait, des athlètes en situation de handicap ? Oui, alors, beaucoup, ça dépend de ce qu'on entend par beaucoup, mais tu vois, je travaille avec une équipe para, donc avec les athlètes et puis avec le staff, et j'en ai plusieurs en indiv, j'en ai beaucoup en athlé, para-canoë, et puis j'en ai eu aussi en natation. Donc après, en fonction des périodes, ça varie, mais voilà, il y en a que j'accompagne déjà depuis plusieurs années, toujours dans l'idée de les suivre sur l'aspect psycho et prep mentale en vue des Jeux. Je t'avais déjà posé une question similaire sur la thématique de l'accompagnement des entraîneurs. Est-ce qu'on peut imaginer le scénario suivant ? Donc tu as un athlète en situation de handicap qui frappe à la porte de ton bureau et souhaite te voir. Comment se passe une rencontre typique ? Écoute, pour moi c'est la même démarche. C'est vraiment cette idée d'identifier le besoin, d'identifier tous les domaines de vie, en sachant que je vais passer aussi plus de temps tout en posant bien les mots pour comprendre d'où vient le handicap. Comme je te disais, est-ce que c'est lié à un événement traumatique ? Est-ce que c'est lié à une maladie qui a pu aussi évoluer dans le temps ? Donc ça, c'est vraiment important, comprendre les ressources au niveau personnel, savoir s'ils sont en couple, s'ils sont entourés, s'ils le sont pas, s'ils travaillent, ils font des études en parallèle, etc. Pour moi, les ressources à ce moment-là sont aussi vraiment importantes et la capacité de résilience. Pour moi, c'est des personnes qui ont une
sacrée capacité de résilience. Pour faire face à des événements de vie comme ça, dans un monde où tout tourne autour de, entre guillemets, du bien-être et de la performance et du paraître, entre guillemets, quand t'es un peu différent, c'est d'autant plus complexe. Et il y en a certains aussi dans l'accompagnement des athlètes handi où le fait d'accepter cette différence, d'accepter le handicap, d'accepter le regard des autres, mais avant tout le regard qu'ils ont sur eux-mêmes, est impactant et touchant aussi. Tu vois, dans l'accompagnement, moi, c'est des personnes, il y a des moments qui me touchent beaucoup aussi de par ce qu'elles ont traversé et ce qu'elles montrent aussi en termes de force. Pour rester sur cette thématique de la résilience, terme que tu as évoqué, est-ce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire au fond, là encore une fois c'est une réflexion personnelle, tu peux me dire ce que tu en penses, est-ce que ces sportifs-là finalement ne sont pas peut-être plus faciles à aider, sachant que justement ils sont capables de cette résilience, sachant qu'ils sont dotés en fait d'une certaine force mentale déjà? Moi je dirais que c'est double et ça dépend des personnes. C'est comme dans la vie en général. Quand tu vis un événement qui est traumatique, quand tu vis une difficulté, c'est le moment où tu te sens le plus faible et paradoxalement c'est le moment où tu as le plus de ressources. Parce que justement tu actives ces ressources-là pour faire face à la difficulté présente ou la difficulté passée. Et du coup, ce que j'identifie, c'est qu'il y a à la fois des points de fragilité, des points de sensibilité, et en parallèle, il y a énormément de force et de ressources. Donc je trouve que c'est des fois encore plus fort et encore plus marqué chez ces athlètes-là. Ses ressources, ses forces individuelles, mais aussi l'importance de l'environnement encore. Enfin, tu vois, je réinsiste là-dessus. Et en même temps, la fragilité que ça peut engendrer dans ton parcours, dans ton vécu et dans ton ego. On imagine assez aisément quelles ressources mentales il faut mettre en œuvre. En plus de devoir vivre avec son handicap, faire du sport de haut niveau, c'est doublement compliqué. Il faut s'entraîner, il faut améliorer ses performances, il faut partir en compétition. Donc tout cela en plus des difficultés qu'on peut rencontrer potentiellement au quotidien. Est-ce que du coup pour toi, le facteur motivation, c'est une thématique majeure de tes consultations ou pas forcément? Et si oui, quel genre de carburant tu peux apporter justement pour les motiver à continuer? Globalement, alors je fais dans les grands trains, mais forcément il y a des cas particuliers. Globalement, c'est des athlètes qui sont très motivés parce que faire face à cet enjeu-là, à cette pression, à ce mode de vie qui est quand même aussi contraignant et qui te demande de t'entraîner 1 à 2 fois par jour, de t'organiser pour. Alors quand t'es malvoyant, il y en a certains qui sont obligés de prendre les transports en commun, ils sont plus ou moins prêts. T'en as certains qui vont être par exemple en fauteuil, c'est pareil, c'est toute une adaptation. Enfin, ça te demande beaucoup de ressources. Quand ils viennent et qu'ils sont investis, ils sont vraiment motivés à 100%. D'autant plus qu'ils ont moins d'aide financière, qu'ils ont moins de visibilité, moins de facilité, même médiatique, que d'autres athlètes. Donc ça, entre guillemets, pour moi, c'est pas une difficulté, au contraire, la motivation intrinsèque, elle est là. Par contre, il y a des moments où se retrouver face à son propre handicap dans ces situations-là, c'est complexe. Je pense à une athlète qui a eu un accident cérébral et qui était valide avant et qui est devenue athlète handi. Tu changes complètement d'environnement, tu te retrouves face à tes propres limites physiques et psychiques, et donc là, la motivation est peut être complexe. Mais tu vois, pour moi, elle est plutôt liée au trauma et à cette réalité de vie liée à ce handicap. C'est un peu c'est différent en termes de motivation. La motivation et la résilience que tu peux voir chez ce genre d'athlète, est-ce que ça peut t'arriver finalement qu'elle t'inspire pour essayer de les transmettre aux valides? Il y a des moments où je peux m'appuyer sur l'exemple de certains athlètes, alors toujours en masquant le nom, par souci de confidentialité, pardon. Mais oui, je pense que ça peut être des exemples de, comme on disait, de résilience, de dépassement, de remise en question, de chercher à t'adapter, en fait. Ça t'oblige à trouver des solutions créatives pour t'adapter à un environnement qui n'est pas adapté à toi.
Donc je pense que ça peut vraiment être une belle source d'inspiration pour beaucoup d'athlètes, mais même pour beaucoup d'entre nous en fait. Est-ce que tu as déjà été confronté à des sportifs en situation de handicap mental ? Tu as un petit peu parlé tout à l'heure, sans trop entrer dans les détails. Est-ce qu'il y a des moyens spécifiques à mettre en œuvre justement pour que tout ce que tu peux apporter soit bien compris et qu'il y ait des effets tangibles? Oui, alors déjà, en effet, j'en accompagne ou j'en ai déjà accompagné. La complexité, des fois, c'est entre guillemets le diagnostic, dans le sens où je pense à 2 athlètes suite à notamment un accident. Tu vois, je pense à un accident de la route, le cerveau a été touché, sauf que le diagnostic n'est pas si clair que ça. Quelqu'un qui, par exemple, a un déficit intellectuel, tu passes un test de QI, tu vois, et tu peux identifier d'où ça vient, entre guillemets. Là, c'est plus insidieux. Ça peut être des troubles de concentration, ça peut être en effet une difficulté avec la pensée abstraite, donc les métaphores, les images qu'on utilise quand même un peu tout le temps dans la vie de tous les jours. Donc c'est aussi comprendre, identifier qu'est-ce qui a été impacté d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue cognitif. Et ensuite, moi, ça me demande... tu vois, je pense à une athlète qui est en effet que sur du concret. Les métaphores, les images, ça lui parle pas du tout. Ça me demande de simplifier beaucoup, de chercher à ajuster mon langage, à simplifier les outils pour qu'elle puisse bien les comprendre et des fois à reformuler sa pensée pour l'aider à trouver les bons mots et pour m'assurer aussi que c'est bien ce qu'elle veut dire et ce qui fait sens pour elle. Donc ça peut être plus complexe en fait. Enfin, c'est plus challengeant dans un sens comme dans l'autre sans lui faire ressentir à ton athlète. Parce qu'il y a des moments où quand tu n'arrives pas à trouver tes mots, que tu n'arrives pas à comprendre la question et que tu te retrouves directement confronté à ta propre limite, c'est aussi difficile à gérer. Donc tu vois, pour moi c'est ajuster ma posture, entre guillemets me réinventer et vraiment comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui vraiment est impacté au niveau mental, au niveau cognitif pour vraiment faire du sur-mesure. Ce que je fais déjà dans la vie de tous les jours, dans mes accompagnements, mais encore plus quand il y a ces situations-là. Et pareil, tu vois, alors je fais un parallèle avec des athlètes non-voyants. Souvent, c'est bête, mais l'expression qu'on va dire, c'est « tu vois ». Bah non, déjà, tu vois pas, donc ça... Ils sont habitués à l'entendre, mais tu vois, je trouve que c'est délicat justement à poser. Et donc, il y a des moments où j'essaye d'identifier quelles vont être les autres sources qu'ils peuvent avoir pour, par exemple, faire de l'imagerie mentale. Il y en a qui ont déjà eu la possibilité de voir, donc ils vont représenter des images. Il y en a qui sont nés avec ce handicap-là. Et donc du coup, ça va être plutôt kinesthésique sur les sensations, ça peut être passé par d'autres vecteurs aussi. Donc pareil, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça nous demande une adaptation spécifique. Et je suis très bavarde sur le sujet, mais petite anecdote, quand j'étais plus jeune et que je faisais encore du judo, dans l'un de mes clubs, on était avec des non-voyants et des malvoyants. Je suis encore très en lien avec mon entraîneur, donc s'il écoute le podcast, Christian, je lui fais un petit clin d'œil. On en discute souvent pour identifier comment adapter les consignes. Comment t'expliques une prise de judo à quelqu'un qui ne voit pas ? Quand tu mixes aussi avec des personnes valides, et ben c'est hyper intéressant en tant qu'entraîneur, mais même aussi en tant que partenaire, d'adapter par rapport à des choses qui te semblent instinctives, de dire ok, bon, bah là ça va être plutôt t'avances comme ça, tu ressens ça, etc. Donc ça nous ouvre aussi à un monde entre guillemets différent et ça, je trouve que ça aide à développer d'autres d'autres sens et d'autres manières de vivre les choses et les expliciter à l'autre. Alors tu parles des entraîneurs, on a fait un épisode sur l'accompagnement des entraîneurs. Comment ça se passe avec les entraîneurs d'athlètes en situation de handicap ?
je vois deux grandes tendances. T'en as certains qui sont dans cet accompagnement depuis des années. Je pense à un entraîneur connu en athlée qui est en Nouvelle-Calédonie, que j'avais rencontré aussi en allant accompagner des entraîneurs à ce moment-là, qui a une capacité créative incroyable. Il nous avait même montré la manière dont il avait adapté la salle de muscu avec peu de moyens financiers, etc. Donc il y en a qui sont vraiment très sensibilisés à ça. Là, je pense à deux aussi qui sont sur l'INSEP et voilà, qui vraiment ont l'habitude. Et puis il y en a d'autres, et c'est des moments d'échange assez riches qu'on a en one-to-one ou même avec le staff, qui ne sont pas acculturés à ça, qu'on accompagné par exemple des équipes de France ou des jeunes en valide et qui d'un coup découvrent ce monde avec beaucoup plus de besoins des fois d'aide, de soutien, d'accompagnement, et ils sont pas formés. Tu vois, j'en parlais avec un responsable de perf, un DTN, de dire mais est-ce qu'on vous a proposé une formation pour comprendre, par exemple, dans ton groupe, t'en as plusieurs qui ont un handicap physique qui fait qu'ils sont paraplégiques, par exemple, c'est quoi les difficultés ? Il y a des choses où on s'en rend pas compte, mais nous, on a la possibilité d'aller seul aux toilettes. Quand t'as une sonde, quand tu dois te lever la nuit, quand t'as des douleurs fantômes, etc., et qu'on t'a pas acculturé à ça, il y a des fois où les entraîneurs vont être en difficulté vis-à-vis d'un monde qu'ils ne connaissent pas, qui en plus va être très différent d'un athlète à l'autre, et des fois avec des exigences qui sont pas adaptées. Parce que ils ont évolué dans un autre environnement. Et tu peux pas avoir les mêmes exigences de performance. Je pense par exemple au paracanoë avec quelqu'un qui a une jambe en moins et qui peut pas avoir les mêmes appuis, par exemple. Alors, ils sont empathiques, ils sont à l'écoute et ils sont vraiment de bonne volonté. Et je trouve que les accompagner dans une formation spécifique, ce serait vraiment important. Anaëlle, tu parlais un peu plus tôt de handicap visible et de handicap invisible. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus à quoi ça correspond pour toi en fait en termes de psychologie ? En fait, c'est notamment le lien avec l'environnement. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, quelqu'un qui, par exemple, est avec une canne, ça va se voir. Tu vois qu'il y a le handicap. Et donc, du coup, souvent, l'environnement autour va davantage s'adapter, mais en même temps, ça demande à l'athlète d'accepter aussi le fait que les gens vont réagir différemment. Et ça, c'est un sujet qui est aussi difficile pour certains, d'accepter, comme on disait tout à l'heure, tu vois, cette différence-là et assumer le fait que ton environnement va réagir différemment. Et ils n'ont pas envie, pour beaucoup, que l'environnement réagissent différemment parce que à ce moment-là, ils ont cette différence ou ce handicap. Et puis, il y a des handicaps qui ne vont pas être visibles. Ça peut être des atrophies sur certains membres. Ça peut être, je pense à une athlète qui est malvoyante et tu vois, sur le premier rendez-vous, je l'attendais, sauf que j'avais pas fait attention. Elle a le même prénom qu'une autre athlète. Et voilà, sur une période qui enchaînait pas mal. Et donc, j'attendais l'autre athlète avec le même prénom. Puis je vois cette athlète qui passe une fois, deux fois devant mon bureau. Donc après, je vais la voir et je dis est-ce que tu cherches quelqu'un ? Et à ce moment-là, je prends conscience que en fait, c'était mon rendez-vous. Sauf qu'elle était malvoyante. Pas de canne, pas de lunettes. Enfin, vraiment, tu ne le vois même pas. Même ma secrétaire, à un moment donné, je l'ai orientée vers ma secrétaire, elle l'avait pas vue. Et donc, du coup, ça crée des situations pour elle qui sont complexes. Tu marches sur quelqu'un, mais en fait, juste, tu n'as pas vu. Tu cherches où sont les vestiaires, par où tu passes pour aller de tel ou tel endroit. Et vu que c'est masqué, ça peut vraiment être complexe aussi à gérer parce que ça crée des quiproquos et ça crée des situations complexes. Et en même temps, pour l'athlète, c'est comment tu travailles sur cette acceptation-là
notamment, je disais, par rapport au regard sur soi. Parce qu'il va y avoir le regard de l'autre, mais souvent le regard qui est le plus dur à gérer, c'est le regard qu'on porte sur soi-même et l'acceptation qu'on a de soi-même. Donc je trouve que c'est des points, tu vois, au niveau psy, au niveau de l'accompagnement et aussi au niveau de la gestion de l'environnement qui vont être importantes. Parce que l'environnement, on l'a vu pendant le Covid, on est des êtres sociaux. On a besoin des autres. Coupé du monde extérieur, il y a un moment où, pour notre santé mentale, c'est pas bon. Donc l'environnement, le lien social est primordial et la manière dont on interagit avec les autres et les autres s'adaptent et interagissent vis-à-vis de nous a énormément d'effets. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi de quelque chose de très spécifique, à savoir le syndrome post-traumatique, ou alors tout simplement psychotrauma ? Oui, alors en effet, c'est un sujet qui est important, notamment comme on disait sur l'accompagnement de certains athlètes handi, dans le sens où en fait le psychotrauma, tout le monde peut faire face à une situation potentiellement traumatique, c'est comme ça qu'on parle un peu dans notre jargon, et c'est quand tu fais face à un danger potentiel par rapport à ton intégrité physique ou psychique ou celle de tes proches. Donc tu vois, je fais un parallèle, mais pendant les attentats qu'on a vécu à différents endroits, notamment à Paris, c'est potentiellement du psychotrauma, parce que tu as un proche qui a pu être face à ce type de danger-là. Donc le psychotrauma, ça génère certains impacts au niveau forcément psychique, avec une réaction aiguë, tu vois, tu vas réagir de 3 manières différentes face à cette situation-là. Soit tu te figes comme un animal, d'un coup tu bouges plus, tu fais le mort, c'est une manière aussi de survivre. Soit tu fuis, si tu en as la possibilité, soit tu agresses. Et en fait, agresser, ça veut dire répondre, ça veut dire aussi décharger. Sauf que notre cerveau, bien pensant avec ce fameux lien social, fait qu'il y a des moments où agresser, ça peut être mal vu. Sauf que c'est important de pouvoir extérioriser à un moment donné ce que tu as vécu. Il y a des personnes qui vont vivre des événements et qui vont très bien s'adapter. Et il y a des personnes qui vont vivre le même événement et qui pour autant vont développer ce fameux syndrome post-traumatique, qui du coup est travaillé en psycho pour éviter que ça s'ancre, parce que ça peut t'amener des fois à avoir de l'hypervigilance, avoir des troubles de concentration, à éviter certaines situations que tu as pu vivre à ce moment-là. Donc du coup, imagine, c'est un exemple tout bête, mais tu as peur des pigeons. Et je te dis, vas-y Sylvain, on se retrouve à la Tour Eiffel, sauf que tu viens à pied. Si à chaque fois que tu vois un pigeon, tu changes de chemin, tu vas mettre un certain nombre de temps à arriver. Donc quand on est dans l'évitement, au final, à un moment donné, on restreint aussi nos capacités d'adaptation et tout simplement notre ouverture et nos fameuses capacités de résilience. Donc, le psychotrauma, c'est important de le travailler parce qu'il y a des moments où un événement non travaillé va pas forcément, se voir, mais créer un impact psychique. Et quelques années après, tu as un événement similaire qui, du coup, réveille ce fameux psychotrauma qui te crée... Alors, c'est une autre image, hein, mais c'est comme ça qu'on en parlait quand je travaillais en psychotrauma et dans les risques psychosociaux. C'est un peu comme si tu avais une sorte de verrue, entre guillemets, dans la tête. Alors c'est très schématique, hein, mais l'idée c'est de réussir à, entre guillemets, percer cet abcès pour extérioriser l'émotion qui reste là et qui sinon va agir d'une certaine manière dans des situations qui sont pas adaptées. Et c'est de réussir à le faire de manière cadrée et step by step. Parce que tu peux complètement décompenser et tu as des personnes qui décompensent sur leur mode de personnalité. Enfin, après là je vais partir sur des choses un peu complexes par rapport à ces événements-là. Donc l'accompagnement quand il y a du trauma, et c'est pour ça que je fais vraiment attention à comment est venu le handicap, va être très important. Et je pensais à un athlète qui était très bon dans son domaine, un ancien militaire, qui a eu un accident justement traumatique et qui du jour au lendemain s'est retrouvé en fauteuil roulant. Des années après, c'est encore une situation qui peut être complexe. Il y a des choses qu'il a vécues, qu'il n'avait pas travaillé avec un psy à l'époque, et qui ressurgissent dans ses comportements
événements qui ressurgissent des fois sous forme de flash. Tu vois, ça va être des pensées automatiques qui arrivent et il revit l'événement alors qu'il est en toute sécurité chez lui, par exemple. Donc c'est vraiment important de pouvoir le prendre en compte pour le travailler et si possible le travailler le plus rapidement possible pour éviter que ça puisse s'ancrer. Eh bien, merci beaucoup Anaëlle, encore une fois, pour cet éclairage. C'était vraiment passionnant. J'espère te retrouver très vite pour un autre épisode du mental de nos champions. Avec plaisir, à la prochaine. Salut Anaëlle. Salut. Les podcasts de l'INSEP, le mental de nos champions. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.